Alors, prêt pour une nouvelle exploration? Oh oui, j'ai hâte. On plonge aujourd'hui dans le droit constitutionnel français, Passionnant. avec des textes fascinants qui retracent l'évolution de la France. De la monarchie absolue à la République d'aujourd'hui. Exactement. On va parler de souveraineté, de démocratie, de l'état de droit. Des concepts clés. Oui, parfois complexes, Mais passionnants quand on défriche le terrain ensemble. c'est ça. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va décortiquer la souveraineté. Un terme qui peut paraître abstrait. Oui, mais qui est une histoire bien concrète. Tout à fait. Saviez-vous qu'on est passé de «l'État, c'est moi» de Louis XIV Ah oui, la fameuse phrase à l'idée que le pouvoir appartient au peuple. Une véritable révolution conceptuelle. Imaginez le contexte de l'époque. Le roi, incarnation divine, détient tous les pouvoirs. Incroyable, cher. Et puis, progressivement, l'idée que la souveraineté nationale, celle du peuple, doit primer s'impose. Fascinant. Et cette transition, elle ne s'est pas faite sans heurts, j'imagine. Absolument pas. Révolution, débats passionnés, penseurs qui ont remis en cause l'ordre établi. Comme qui, par exemple, l'étude? Jean-Jacques Rousseau, par exemple. Il affirmait que la souveraineté, n'étant que l'exercice de la volonté générale, ne peut jamais s'aliéner. Une idée forte. Qui a nourri les mouvements révolutionnaires. D'accord, la souveraineté appartient au peuple. Mais comment s'exerce-t-elle concrètement? Bonne question. Est-ce que chaque citoyen prend les décisions? Gone. Ah ça, ce serait... Compliqué. Oui, on imagine bien. C'est là qu'intervient la notion de représentation. Ah oui, la fameuse représentation. Dans une démocratie moderne, le peuple délègue l'exercice de sa souveraineté à des représentants élus. C'est le principe de la démocratie représentative. Exactement. Mais comment s'assurer que ces représentants agissent vraiment au nom du peuple? C'est la grande question. Il y a toujours un risque qu'ils s'éloignent de la volonté générale et poursuivent leurs propres intérêts. Oui, c'est tout le paradoxe de la représentation. D'un côté, elle est nécessaire pour qu'une nation puisse prendre des décisions. D'un autre côté, Elle peut créer un décalage entre les aspirations du peuple et les choix des gouvernants. on le voit bien parfois, La Constitution française, avec ses mécanismes de contrôle et d'équilibre des pouvoirs. essaie justement de répondre à cette tension. Exactement. Justement, parlons de la Constitution. On dit souvent qu'elle est la loi suprême du pays, le garant des libertés. Oui, c'est ça. Mais concrètement, qu'est-ce que cela signifie? La Constitution, c'est un peu le mode d'emploi de la démocratie française. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics. Les droits et devoirs des citoyens. Exactement, les principes fondamentaux sur lesquels repose la République. Elle fixe les règles du jeu politique, en quelque sorte. C'est une bonne image. Et qui a le pouvoir de rédiger ou de modifier la Constitution russe. Ah, bonne question. C'est le pouvoir constituant Le pouvoir constituant. qui appartient au peuple. Ah, d'accord. Il peut s'exprimer directement par référendum ou indirectement par l'intermédiaire de ses représentants. En France, la Constitution de 1958, toujours en vigueur. Est le fruit d'un référendum. Intéressant. Donc la souveraineté du peuple s'exprime aussi à travers le pouvoir de se donner une constitution. Tout à fait. Et cette constitution, on l'a dit, garantit les libertés. Oui. Mais comment s'assurer que ces libertés sont réellement protégées? Là encore, c'est une question essentielle. C'est là qu'intervient l'état de droit. L'état de droit, mais... Ce principe fondamental implique que le pouvoir, même issu du peuple, doit être encadré, limité par des règles claires et applicables à tous. C'est la garantie d'une société juste et équitable. Exactement. L'état de droit, c'est un peu le gardien des libertés individuelles, celui qui veille à ce que la puissance de l'État ne soit pas utilisée contre les citoyens. C'est une bonne image. Il repose sur plusieurs piliers. Comme La séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice, le respect des droits fondamentaux. on verra dans la suite de notre exploration comment ces principes se traduisent concrètement en France. Avec plaisir. Alors, si je comprends bien, on est passé d'une souveraineté incarnée par le roi Oui, à une souveraineté nationale exercée par le peuple à travers ses représentants. exactement. Et c'est la Constitution, garante de l'état de droit, qui encadre tout cela. C'est une excellente synthèse. Mais attention. L'histoire de la souveraineté en France est loin d'être un long fleuve tranquille. Ah, bon. Ah. Parlez-moi de ces turbulences. Eh bien, imaginez la France du XVIe siècle. Guerre de religion, conflits internes. Un contexte difficile. La monarchie, en affirmant sa puissance absolue, incarne alors l'unité du pouvoir. Et Louis XIV, avec sa célèbre phrase « L'État, c'est moi »,
illustre parfaitement cette conception. Oui, on est loin de Rousseau et de la souveraineté populaire. En effet, mais c'est une étape cruciale pour comprendre l'évolution de la pensée politique française. Les philosophes de l'époque, Oui, comme M. Baudin par exemple, vont commencer à théoriser ce concept de souveraineté. Baudin, dites-vous. Oui, Baudin va vraiment théoriser la souveraineté dans son ouvrage. Les livres de la République. Intéressant. Et qu'est-ce qu'il dit exactement? Pour lui, la souveraineté est la puissance absolue et perpétuelle d'une république. Elle est indivisible. Indivisible. Un seul souverain. Et elle s'exprime à travers la capacité de faire et défaire la loi. Fascinant de voir comment ces idées ont germé, même dans un contexte de monarchie absolue. Oui, c'est vrai. On voit que la notion de souveraineté n'est pas figée, elle évolue avec le temps. Absolument. Et c'est cette évolution qui va mener, des siècles plus tard, à l'affirmation de la souveraineté populaire et à l'avènement de la République. Mais avant d'arriver à la République, il y a eu d'autres étapes, n'est-ce pas? oui, bien sûr, on ne peut pas passer sous silence la Révolution française. Ah, la Révolution. Ce moment clé où le peuple français prend le pouvoir et proclame la fin de la monarchie absolue. Un véritable séisme politique et social. Oui, c'est à ce moment-là que l'idée de souveraineté populaire s'impose vraiment. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Affirme que la souveraineté nationale appartient à la nation. Une rupture radicale avec l'ancien régime. Exactement. Et cette rupture va ouvrir la voie à l'établissement de la République avec ses institutions, ses lois, sa constitution. Tout à fait. Mais le chemin vers la République a été long et parsemé d'embûches. La France a connu plusieurs régimes politiques, plusieurs constitutions. Avant d'arriver à la vraie République que nous connaissons aujourd'hui. C'est ça. Une histoire riche, Complexe. passionnante. Et ce qui est formidable, c'est que cette histoire continue de s'écrire sous nos yeux. Absolument. La Constitution française, bien qu'adoptée en 1958, est un texte vivant. Vivant S. Oui, qui peut être modifié pour s'adapter aux évolutions de la société. Une constitution qui respire, qui évolue avec son temps. C'est une belle image. Et cette évolution se fait dans le cadre de l'état de droit. Ce principe fondamental, qui garantit le respect des libertés individuelles et l'encadrement du pouvoir. Tout à fait. On a donc une souveraineté qui appartient au peuple, une constitution qui organise le pouvoir, un système représentatif. Oui. Mais comment s'assurer que ce système fonctionne vraiment au service des citoyens? Comment garantir leurs droits et libertés? Ah, voilà une question essentielle, Tavo, à laquelle nous allons tenter de répondre dans la suite de notre exploration. Restez avec nous. À tout de suite. On se demandait comment l'état de droit s'incarne concrètement dans le système français. Oui, comment tout cela se traduit dans la vie de tous les jours? L'état de droit, c'est d'abord un ensemble de principes. Des principes lourds. Oui, qui encadrent l'exercice du pouvoir. Prenons la séparation des pouvoirs. Montesquieu. Exactement. Soit ce beau corps pour éviter la concentration du pouvoir. Le pouvoir législatif qui fait les lois, le pouvoir exécutif qui les applique, et puis le judiciaire qui contrôle. Tout à fait. En pratique, comment ça fonctionne? En France, le pouvoir législatif, c'est le Parlement. Assemblée nationale et Sénat. Oui. Et le pouvoir exécutif est partagé. Entre eux, Le président de la République et le gouvernement. dirigé par le Premier ministre. Voilà. Et le pouvoir judiciaire, lui, est confié au juge. Indépendant. Bien sûr. Chargé de rendre la justice. Au nom du peuple français. Exactement. Mais qu'est-ce qui garantit qu'il ne se marche pas sur les pieds tous ces pouvoirs? Eh bien, justement, la Constitution est sûre. Ah oui, Elle définit les compétences de chaque pouvoir, les limites, les mécanismes de contrôle. comme par exemple quoi? Le président peut dissoudre l'Assemblée nationale, mais il ne peut pas s'opposer à une loi votée par le Parlement. Un système de frein et contrepoids. Oui, pour éviter les abus de pouvoir. L'état de droit, c'est aussi la garantie des droits fondamentaux. Liberté d'expression, liberté de réunion. Le droit à un procès équitable. Des droits inscrits dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et qui ont valeur constitutionnelle. Des droits précieux, mais qui veillent à ce qu'ils soient respectés. Le juge de prérogative peut saisir la justice s'il estime que ces droits ont été violés. Et c'est là qu'on arrive au contrôle de constitutionnalité. Ah oui. J'avoue que ce concept m'a toujours paru un peu mystérieux. C'est pourtant essentiel. Le contrôle de constitutionnalité permet de vérifier que les lois votées par le Parlement sont conformes à la Constitution. Et en France, C'est le Conseil constitutionnel. une institution indépendante. Oui, composé de 9 membres nommés pour 9 ans. Donc si une loi est jugée contraire à la Constitution, elle peut être annulée. Exactement. C'est une garantie fondamentale. Le Conseil constitutionnel veille à ce que la loi, même votée démocratiquement,
ne puisse pas porter atteinte aux principes fondamentaux. Impressionnant. Mais comment fait-on pour saisir le Conseil constitutionnel? N'importe quel citoyen peut le faire. Pas directement. Avant 2008, seules quelques personnes pouvaient le faire. Ah oui? Le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et du Sénat. Un système assez fermé. Oui, mais la révision constitutionnelle de 2008 a introduit une innovation majeure, la question prioritaire de constitutionnalité. La fameuse QPC. Voilà. Désormais, tout justiciable peut, au cours d'un procès, soulever une question de constitutionnalité. Si la loi qui lui est appliquée lui semble porter atteinte à ses droits. Oui. Une vraie révolution. Ça veut dire que n'importe quel citoyen peut participer au contrôle de constitutionnalité. En quelque sorte, oui. La QPC a considérablement élargi l'accès au contrôle de constitutionnalité. Et le Conseil constitutionnel joue un rôle plus important dans la protection des droits fondamentaux. Tout à fait. Donc l'état de droit en France, c'est tout un système. Avec ses institutions, ses procédures, ses mécanismes de contrôle, mais c'est aussi une philosophie, une vision de la société où le pouvoir est encadré, où les libertés sont garanties, où la justice est rendue au nom du peuple. Exactement. Et puis, ce système est en constante évolution. Oui, il s'adapte aux changements de la société. On a parlé de la QPC. Y a-t-il eu d'autres réformes importantes ces dernières années? Oui, bien sûr. La révision constitutionnelle de 2018 a renforcé le rôle du Parlement. Notamment en matière de contrôle du gouvernement. Oui, et puis elle a introduit des dispositions pour la participation citoyenne. Comment? La possibilité de saisir le Parlement d'une proposition de loi. Donner plus de pouvoir aux citoyens. On s'oriente vers une démocratie plus participative. C'est une tendance de fond qu'on observe dans beaucoup de pays. Les citoyens veulent être plus impliqués. Et la technologie facilite cette participation citoyenne. Oui, les plateformes numériques. Les réseaux sociaux, on voit bien que ces citoyens s'emparent des sujets qui les touchent. Exactement. La démocratie représentative n'est pas figée, elle doit s'adapter. Aux nouvelles aspirations, aux nouvelles technologies, aux nouveaux défis. Oui, L'état de droit, lui aussi, doit évoluer. bien sûr. L'état de droit n'est pas un état statique. C'est un processus dynamique. Il faut le défendre, le promouvoir, l'adapter. Constamment. Oui, et ce combat pour l'état de droit, il se mène au quotidien, à tous les niveaux. Chacun a un rôle à jouer. Oui, en respectant les lois, en faisant valoir ses droits, en participant à la vie démocratique, en s'engageant pour la justice et l'égalité. C'est une belle conclusion. L'état de droit n'est pas une abstraction. C'est une réalité qui nous concerne tous. Exactement. Au fond, l'état de droit, c'est une question de confiance. Confiance. Oui, confiance dans les institutions, dans la justice, dans nos concitoyens. C'est le socle de l'état de droit. Sans confiance, il n'y a pas de justice, pas de liberté, pas de société apaisée. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a vu comment le concept de souveraineté a évolué, comment la Constitution encadre le pouvoir et garantit nos libertés, comment l'état de droit se traduit concrètement. J'espère que vous avez mieux compris ces mécanismes. Complexe mais essentiel. L'état de droit n'est pas une notion poussiéreuse. Réservés aux spécialistes, C'est une réalité vivante qui nous concernent tous. qu'on doit défendre ensemble. Absolument. On va maintenant aborder une autre question. Comment l'état de droit se traduit-il concrètement dans la vie des citoyens? Qu'est-ce que cela change pour vous et moi? On en parle tout de suite. Alors, comment l'état de droit se manifeste dans notre quotidien? Par exemple, vous circulez en voiture. Oui. Vous êtes arrêté par la police. Ah. L'agent vous demande vos papiers. Vous avez l'obligation de les présenter. Oui, C'est la loi. bien sûr. Mais vous avez aussi des droits. Ah bon? Le droit de savoir pourquoi vous êtes arrêté. Le droit de ne pas être fouillé sans motif valable. Ah oui, Le droit de garder le silence. d'accord. C'est l'état de droit qui garantit ces droits. Même face à l'autorité. C'est un garde-fou. Il encadre l'action des forces de l'ordre. Il nous protège. Exactement. Et ce principe, on le retrouve partout, Partout? dans tous les domaines de la vie sociale. Vous travaillez. L'état de droit garantit vos droits en tant que salarié. Salaire minimum, congé payé. Le droit de grève. Vous êtes locataire. L'état de droit encadre les relations entre propriétaires et locataires. Il protège contre les expulsions abusives. Oui, On ne se rend pas toujours compte à quel point l'état de droit est présent dans notre vie de tous les jours. c'est ça qui fait sa force. L'état de droit n'est pas un concept abstrait, c'est une réalité concrète qui nous concerne tous. Le ciment de notre société. Oui, le garant de notre liberté et de notre sécurité. Mais si nos droits ne sont pas respectés, qu'est-ce qu'on peut faire? L'état de droit offre des recours. Ah oui,
Vous pouvez saisir la justice, alerter les associations. Les associations de défense des droits, interpeller les médias, mobiliser l'opinion publique. Le silence est la pire des attitudes. L'état de droit, ce n'est pas un acquis. C'est un combat de chaque instant. Tout à fait. Un combat qu'on gagne collectivement, en s'informant, en s'engageant, en défendant les valeurs de justice, d'égalité, de liberté. L'état de droit, c'est l'affaire de tous. C'est une question de confiance. Confiance. Confiance dans les institutions, confiance dans la justice, confiance dans nos concitoyens. Oui, la confiance est le socle de l'état de droit. Sans confiance, pas de justice, pas de liberté, pas de société apaisée. C'est une belle conclusion pour notre exploration du droit constitutionnel français. Oui. On a vu comment le concept de souveraineté a évolué, comment la Constitution encadre le pouvoir et garantit nos libertés, comment l'état de droit se traduit concrètement dans notre vie quotidienne. J'espère que cette plongée vous a permis de mieux comprendre ces mécanismes Complexe, mais essentiel. au bon fonctionnement de notre démocratie. Et j'espère qu'elle vous aura convaincu que l'état de droit n'est pas une notion poussiéreuse. Réservé aux spécialistes. C'est une réalité vivante qui nous concerne tous et qu'on doit défendre ensemble. Absolument. L'état de droit, c'est notre bien commun. À nous de le préserver et de le faire vivre. Merci beaucoup pour cet éclairage précieux. Merci à vous. Et à bientôt pour de nouvelles explorations.